Bonsoir, nous sommes heureux à la FAPE d'accueillir une nouvelle fois Nadège Larcher, avec laquelle nous travaillons régulièrement. Nadège est psychologue, formatrice, autrice, et elle nous a déjà proposé des conférences très appréciées sur le harcèlement, l'épuisement parental, sur le traitement de sujets traumatisants avec les enfants, conférences que vous pouvez revoir en nous demandant le lien du replay. Ce soir, vous allez aborder et traiter l'épineux sujet des jalousies et des rivalités entre enfants dans les fratries, entre les camarades de classe, etc. Avant de vous laisser la parole, je remercie aussi Myrène Alvar qui, depuis Madrid, assure une traduction simultanée en espagnol. Donc, vous pouvez choisir la langue hein, dans le petit onglet interprétation en bas de l'écran. Nous testons aussi un service de sous-titres pour qui ne parle pas espagnol ou français. On vous demande des retours si vous arrivez à les activer et qu'ils fonctionnent de sous-titres traduits. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Vous êtes très nombreux ce soir, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous tâcherons de les prendre peut-être à un moment donné ou à la fin de l'intervention, voilà, pour ne pas trop déborder sur l'horaire prévu. Et puis, je précise que le replay sera disponible comme d'habitude. Voilà, et je laisse la parole à Nadège. Merci à tous. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Je m'arrêterai à peu près à la moitié du webinaire pour que nous puissions avoir une première série de questions et de réponses. Donc, d'ici environ une demi-heure, j'essaierai de faire une pause. Alors, je vais partager mon support avec vous. Je me représente, mais vraiment très rapidement, puisque Mélissa a eu la gentillesse de m'introduire, juste donc pour vous rappeler que je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent et que j'ai créé il y a de cela 15 ans avec le docteur Sophie Benkemoun un organisme de formation pour favoriser la communication entre adultes et enfants et l'objectif est de permettre à toute personne vivant ou travaillant avec des enfants eh bien, d'avoir des relations peut-être plus apaisées, plus efficaces avec les enfants ou les adolescents. Alors, l'objectif de ce soir, c'est de vous parler de la jalousie et des rivalités entre enfants. Je vais alterner mes exemples entre les questions que cela peut poser dans les familles, hein, quand on a plusieurs enfants, les fratries, et aussi eh bien, ce qui peut se passer dans des groupes d'enfants, alors que ce soit les groupes de copains, de copines, les groupes classes, dans les instances sportives également, parce qu'évidemment, la jalousie et la rivalité ne sont pas uniquement réservées aux frères et aux sœurs, bien au contraire. Alors, je commence ce webinaire déjà par une petite introduction, mais très rapide, pour bien comprendre que autour de ce sujet, rivalité et jalousie, nous parlons en réalité de comment vivre ensemble et comment établir un contact avec l'autre. Et ça, quand on commence à parler de jalousie et de rivalité, se pose d'abord la question de l'unicité. En quoi moi je suis unique? Qu'est-ce qui fait qu'on va me reconnaître en tant que personne et qu'on va m'accorder l'attention dont j'ai besoin? Et ça, c'est une question qui, bien sûr, nous accompagne toute notre vie. Et vous voyez d'ailleurs à l'écran, je me suis amusée à vous mettre deux photos d'un photographe qui s'est amusé à aller chercher des sosies dans le monde, mais des gens qui ne font pas partie de la même famille, des gens qui n'ont pas de lien et qui pourtant, vous le voyez à l'écran, se ressemblent énormément. Donc bien sûr, il y a cette question, hein, alors qui est très forte dans le cadre familial, de savoir à qui on ressemble et à qui on ne ressemble pas, mais de façon générale, vraiment, la question qui se pose, c'est en quoi moi, je suis un être vraiment à part entière et que l'on va me reconnaître comme tel.
Et puis, deuxième question que pose pour les enfants et les adolescents, la question de l'autre, c'est la question de l'altérité. C'est la question que, voilà, quelle place je laisse à l'autre dans ma vie, dans mes valeurs, dans mes comportements, comment je me nourris de l'autre, est-ce que je me mets en compétition avec l'autre ou est-ce que au contraire je me mets en coopération avec lui, comment je construis ma personnalité par rapport au rapport de l'autre. Donc, vous voyez, on va bien au-delà juste de la question de la jalousie ou des rivalités. C'est vraiment une question d'identité, c'est une question de construction et on voit bien quand on atteint l'âge adulte que c'est une question qui continue à nous habiter, à nous poser des questions puisque ben voilà, il y a toujours cette question de comment vivre avec l'autre, comment me situer par rapport à lui et que faire de nos ressemblances et de nos différences. Dans le cas des fratries, arrive en plus ce qu'on va appeler le complexe fraternel, comment je vais me construire par rapport, bien sûr, à mes parents, mais aussi comment je vais me construire par rapport à mes frères et sœurs. Et avec une particularité qui est vraiment fondamentale, c'est que nos frères et nos sœurs, a priori, vont être le témoin de toute notre vie. Si tout se passe bien, évidemment, mais si on réfléchit bien, nos parents vont nous connaître enfants, adolescents, adultes, mais pas adultes vieillissants, et nos enfants ne nous connaissent qu'adultes, ils ne nous connaissent pas enfants ou adolescents. Les seules personnes qui vont nous connaître à tous les âges de notre vie, et d'ailleurs les seules personnes qui vont généralement nous embarrasser à un dîner de famille ou devant nos enfants, eh bien, ce sont nos frères et sœurs, parce que eux sont le témoin de toute notre vie. Et ça, ce rôle de témoin, alors témoin qui peut être un témoin positif, mais témoin qui peut aussi parfois être en rivalité avec nous, tout ce poids, ce rôle fait qu'aujourd'hui, on étudie de plus en plus les relations fraternelles. Il y a de plus en plus d'études parce qu'on se rend compte que grandir avec un frère, une sœur, plusieurs sœurs ou grandir seul, eh bien, a une influence sur la façon dont notre tempérament va peut-être se renforcer et la façon aussi dont eh bien, ce petit laboratoire social qu'est la famille va nous permettre de construire des relations avec, après, notre groupe d'amis, la classe, etc., etc. Voilà. Alors, on pourrait passer tout un webinaire sur ce sujet. Je préfère passer à d'autres éléments, mais voilà, je vous demande de garder quand même en tête cet élément de derrière, on est vraiment sur une question de construction identitaire, on est sur quelque chose qui tient aussi au vivre ensemble. Et évidemment, c'est une question qui va nous accompagner toute notre vie. Alors, dans le titre du webinaire, il y avait la question de la jalousie. Il faut que je vous dise que la jalousie, c'est une émotion, donc une émotion naturelle. On ne décide pas d'être jaloux, on le verra tout à l'heure. La jalousie, elle répond à un besoin social. Et la jalousie, eh bien, elle apparaît quand une nouvelle personne arrive éventuellement dans une famille, dans un groupe, dans un environnement sportif, et que cette nouvelle personne vient peut-être prendre une place qui nous appartenait, ou prendre de l'attention qui nous semblait importante, ou tout simplement empiéter sur notre territoire. Alors, je voudrais partager avec vous une publicité ancienne, à peu près des années 80, mais que je trouve vraiment très drôle, qui est basée sur un exercice que proposait le psychologue Rem Guinotte et qui disait: imaginez que vous vivez extrêmement heureux avec votre partenaire et que tout d'un coup, eh bien, on va le découvrir en images et ça me permettra après de revenir sur cette question de la jalousie.
Hey, what are you doing? Just looking at our Italy album. I want to talk to you about something. You know how much I love you, and I will love you forever. I love you too. You're my special guy. Guess what's happening today? I have a lot of love to give, and because of that, we're going to be adding a new member to the family. David, this is Michael. Isn't he gorgeous? You were just as cute when you were his age. Did I do something? Oh, no, honey. I still love you just as much. But I know this is hard, but no matter how frustrated you get, you can never hit Michael because you're the older one. Who's the older one? That's right. Now, here's the exciting part. You get to share a room. How fun is that going to be? I give Michael a hug. He'd like that very much. Come on. That's wonderful. you gotta be kidding me. Alors, l'idée ici, avec humour, est de rappeler que la jalousie, et c'est vrai dans les familles, mais c'est vrai dans les groupes d'enfants, la jalousie, ce n'est la faute de personne. C'est un sentiment, c'est une émotion qu'on appelle sociale, qui apparaît autour de 12-18 mois environ et qui va se développer et éventuellement nous accompagner tout au long de notre vie. Et c'est un chemin bien, que nous allons tous être obligés d'emprunter à un moment ou à un autre quand nous sommes exposés à la rencontre avec quelqu'un d'autre, quand nous sommes confrontés au fait de devoir trouver notre place par rapport à l'autre. Cette jalousie, pourquoi elle est inévitable? Parce qu'elle vient indiquer un besoin social qui n'est pas assouvi. Elle vient indiquer soit que nous avons peur de perdre l'amour de quelqu'un, soit que nous avons peur de perdre son attention, soit que nous avons peur aussi de perdre une exclusivité. Et il faut bien entendre qu'à la base de la jalousie, il y a l'envie. Et l'envie, c'est une énergie qui est importante, c'est une énergie qui nous pousse à changer, à essayer d'obtenir des choses. Et dans envie, en français, il y a le fait d'être en vie, de se sentir vivant. Et donc, c'est là où la jalousie vient nous permettre, nous donner cette énergie qui nous permet de se dire, moi aussi, je veux être là, moi, je veux exister. Et le problème de la jalousie, c'est pas la jalousie en elle-même, mais c'est sa fréquence et son intensité. Nous sommes tous un jour ou l'autre exposés à la jalousie, mais évidemment, le fait d'être toujours jaloux ou très jaloux, vient poser un problème. Mais il faut bien entendre que la jalousie, elle a souvent un objet, l'autre, mais en réalité, elle parle de nous et uniquement de nous et de nos manques. Souvent, c'est une erreur parce comme elle projette vers l'autre, on essaie de parler de l'autre en disant mais non, c'est pas vrai, je lui donne pas autant, etc., etc. Mais derrière la jalousie, l'enfant parle de l'autre. Et en réalité, la jalousie, elle est même nécessaire dans la relation frère-sœur ou dans la relation, par exemple, dans un groupe de copines. Je pense en primaire, au collège, où vous pouvez avoir des relations qui sont très fusionnelles, des relations qui sont très, très proches. Et s'il n'y avait que de l'amour, que de la coopération, que de la fusion, on va le voir, je vais vous l'illustrer tout à l'heure, il pourrait y avoir des risques.
Et c'est vrai que toute relation, et surtout les relations dans la fratrie, vous le voyez à l'écran, vont être un mélange de moments de coopération et de complicité, et à certains moments, eh bien, des moments de compétition, de conflit, et c'est la faute de personne. Et nous n'avons rien raté, nous adultes. Ça fait partie du chemin que les uns et les autres doivent vivre. Alors pourquoi c'est nécessaire? Je vous demande d'imaginer une forêt. Je vous demande d'imaginer, et je vous demande d'imaginer là ce que je suis en train de vous présenter comme deux arbres dans cette forêt. Si je plantais les deux arbres, eh bien très près l'un de l'autre, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que vous le voyez comme moi. Le risque, c'est qu'un arbre risque de pousser plus qu'un autre, ou qu'aucun des deux ne puisse pousser. Si je plantais mes deux arbres comme ça, eh bien vous êtes d'accord avec moi, on n'aurait pas réellement une forêt. Et c'est pour ça que quand on essaie de faire une forêt, eh bien on plante les deux arbres à une certaine distance. Là, ce sont des arbres et l'intérêt, c'est qu'on les a plantés une fois pour toutes. Mais je vous demande d'imaginer que ce ne sont pas des arbres, mais des enfants. S'il n'y avait que de l'amour, que de la coopération, eh bien, il y aurait un risque de fusion. C'est ce qu'on observe d'ailleurs parfois chez les jumeaux. C'est ce qu'on observe parfois chez des enfants qui ont un peu du mal à s'individualiser ou qui sont en dépendance affective de l'autre. Ils cherchent à être dans cette fusion, et cette fusion, ben vous voyez, évidemment, elle peut être assez agréable, mais elle empêche de grandir, elle empêche de trouver sa place. S'il n'y avait que de la haine et de la compétition, ben, il n'y aurait pas de famille. Mais en réalité, une relation fraternelle ou une relation d'amitié, eh bien, ce sont des moments de fusion, de rapprochement, de complicité, mais aussi des moments où on s'écarte, où on a besoin de mettre l'autre à distance, où on a besoin parfois un petit peu aussi de se rejeter, parce que c'est ce qui permet de grandir, d'aller rencontrer d'autres personnes, de pouvoir vivre autre chose. Et nos enfants ne sont pas des arbres, on ne les plante pas une fois pour toutes. Et donc, c'est pour ça que, à certains âges, ils sont très proches, à d'autres, ils sont plus éloignés. Et puis, parfois, ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Parce que, évidemment, en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre, eh bien, ils vont avoir besoin de plus ou moins d'espace. Et c'est Nicole Prieur, qui est psychologue, mais aussi philosophe, qui l'explique bien. Elle explique que l'alternance de ces moments de détestation et d'amour-complicité, ça fait partie du lien fraternel, mais comme je vous le disais aussi, ça fait partie du lien d'amitié. Il y a des moments où on est très très proche et des moments où on a besoin de reprendre un peu d'espace, et c'est assez inévitable. Et ça veut dire aussi que parfois, quand il y a de nouveau cette détestation, il y a la question derrière, est-ce que moi je compte? Est-ce que moi on me voit? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre aussi l'attention de l'autre dans cette fusion? Et il y a un outil que j'aime beaucoup, qui a été développé par un pasteur américain qui s'appelle Gary Chapman. Et Gary Chapman, il explique que dans nos familles, nous parlons parfois peut-être des langages d'amour différents. Ce qu'explique M. Chapman, c'est que nous parlons d'amour, nous nous aimons, mais nous avons peut-être des langages, des dialectes différents pour prouver aux gens qui sont autour de nous que nous les aimons. Et M. Gary Chapman, il a identifié 5 grands langages. Alors, il y a des sous-rubriques, mais 5 grands langages d'amour. Le toucher, les câlins, qui font partie du premier langage, les paroles valorisantes, qui sont un deuxième langage, le fait de regarder l'autre, de remarquer chez lui ce qu'il y a de beau, d'exceptionnel, de bien achevé. Les services rendus, ça, je vais vous l'illustrer bientôt par un exemple. Les moments de qualité et enfin les cadeaux. Alors,
quand c'est votre langage d'amour, vous aimez tout dans le cadeau. Vous aimez vous aimez le symbole du cadeau, vous aimez le souvenir qui est associé au cadeau, vous aimez l'emballage du cadeau. Vous voyez, bien sûr, nous sommes sensibles presque tous au cadeau, mais là, quand c'est votre langage d'amour, ben, c'est quelque chose de très particulier. Et la difficulté qu'explique M. Chapman, c'est que dans nos couples, dans nos familles, eh bien, si nous ne connaissons pas le langage d'amour de l'autre, nous prenons le risque peut-être d'utiliser le nôtre ou d'utiliser un langage qui ne va pas avoir de l'efficacité. Je vais me permettre un exemple. Après la naissance de notre deuxième enfant, j'étais très fatiguée et un soir, mon mari est arrivé avec un immense bouquet de fleurs qui était très gentil de sa part. Mais moi, je l'ai regardé et j'ai explosé en pleurs et je lui ai dit, mais moi, je voulais que tu sortes les poubelles. Alors, autant vous dire, bien sûr, que ça ne s'est pas très bien passé, qu'il m'a trouvée assez ingrate, que je l'ai trouvée décalée, etc., etc. Quelques années plus tard, j'ai découvert ce livre de Gary Chapman et donc j'ai compris que moi, mon langage, on va dire principal, j'en ai un deuxième qui est très fort aussi, mais le langage qui me permet vraiment de me sentir aimée et qui remplit immédiatement mon réservoir affectif, surtout quand je suis fatiguée, eh bien, ce sont les services rendus. Voilà, quand on me rend service, quand on sort les poubelles, quand on me facilite la tâche, tout d'un coup, je me dis, waouh, on m'aime, on me voit. Et mon mari, lui, était arrivé avec un cadeau qui est un langage important pour moi, j'essaie de lui rappeler, mais voilà. Et dans nos fratries, la difficulté, c'est que parfois, certains de nos enfants vont peut-être se sentir moins aimés que les autres, qu'un autre, et c'est pas que nous les aimons pas, bien au contraire, mais peut-être que nous ne parlons pas spontanément le même langage qu'eux. Et ça, c'est vrai que c'est pas simple parce que ça peut créer de grandes incompréhensions. Il faut reconnaître qu'un enfant qui partage notre langage, eh bien, ça va être assez facile parce qu'on va toucher juste très rapidement, alors qu'un enfant eh bien, qui parle un autre langage aura peut-être besoin qu'on fasse plus d'efforts. Alors l'idée, c'est d'identifier ce langage. Petit, on l'identifie plus tôt. Au moment de l'adolescence, ça peut être un petit peu compliqué parce que parfois, ça peut changer. Et puis, adulte, on en a un ou deux. Alors, il y a des sites, vous tapez langage d'amour et vous verrez, il y a des questionnaires en ligne. Vous pouvez le taper en anglais aussi, il y a pas mal de sites aussi. Et ça vous permet éventuellement de faire un petit test en ligne et de voir eh bien, quel est votre langage préféré et celui de vos enfants. Je vais juste faire un petit bémol. Au moment de l'adolescence, le toucher peut être un langage d'amour qui devient compliqué. Peut-être que l'ado va vous mettre à distance, va pas avoir envie particulièrement des câlins, etc. Alors que c'était peut-être un langage que vous utilisiez beaucoup avec lui petit. Alors c'est là où il faut réussir à trouver éventuellement un autre langage. Donc, généralement, on en a deux, trois qui sont quand même des langages importants. Mais attention aussi, à l'adolescence, il y a des adolescents qui continuent à utiliser le toucher comme un langage et qui peuvent se sentir rejetés si on leur fait moins de câlins sous prétexte qu'ils sont devenus des adolescents. Alors bien sûr, on ne peut pas faire un câlin pareil avec un adolescent parce qu'on est un peu encombré par son nouveau corps et lui aussi, mais on peut être côte à côte, on peut continuer à avoir des petits gestes sur l'épaule, etc. Vous voyez, mais ça peut être très important au moment de l'adolescence de ne pas perdre ce langage-là parce que c'est un langage dont l'adolescent peut avoir encore besoin et qui va lui permettre de recharger un petit peu, on va dire, bien ses batteries et nous aussi.
Je voudrais continuer avec cette phrase qui va peut-être vous étonner. Donner autant, c'est donner moins. Et effectivement, quand on a plusieurs enfants, quand on s'occupe d'un groupe d'enfants, d'un groupe classe, on essaie au maximum d'être dans l'égalité. On essaie au maximum de se dire, je vais donner la même chose à tout le monde pour essayer qu'il n'y ait pas de jaloux, pour essayer qu'il n'y ait pas trop de différence. Et il faut bien entendre que l'égalité, eh bien, c'est un mythe. Si vous avez, c'est pour ça que je vous l'ai mis à l'écran, un enfant qui chose du 26 et un autre qui chose du 36, évidemment que vous n'allez pas chausser tout le monde en 30 et évidemment que vous n'allez pas toujours acheter une paire de chaussures en même temps. Les pieds ne grandissent pas à la même vitesse. Vous allez comprendre, vous allez d'ailleurs le faire spontanément, que vous allez donner à chacun en fonction de ses besoins. Et ça, c'est un élément important. En essayant d'être dans l'égalité, nous risquons en réalité de créer des jalousies, de créer des rivalités et en réalité de donner moins. Alors, je vais me permettre de, alors pour ceux qui peuvent se le procurer en français, d'aller voir ce livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le tournoi des jaloux, où vous verrez illustré le fait que si chaque enfant devait vivre exactement la même chose, eh bien on oublierait son unicité, qui est un élément important qu'on a vu en début de conférence, et surtout, eh bien, chaque enfant a besoin que l'on prenne en compte sa singularité, ses besoins. Il a besoin aussi que son tempérament soit pris en compte, que ses facilités ou ses difficultés soient entendues. Alors, je vais me permettre un exemple pour vous expliquer pourquoi, eh bien, pourquoi ça peut être important de ne pas sombrer dans le mythe de l'égalité. Alors que j'animais un atelier sur la jalousie et les rivalités avec un groupe de mamans, j'étais en train de donner cette explication et une des mamans m'a dit « Oh là là, mais c'est pas possible, c'est l'histoire des pommes dauphines ». Donc, le groupe lui a demandé d'expliquer. Cette maman avait 3 filles et à chaque fois qu'elle faisait des pommes dauphines, mais d'ailleurs pas que les pommes dauphines, les frites, enfin un certain nombre, les donuts, etc. Mais à chaque fois qu'il y avait voilà, vous l'aurez compris, des aliments que ces filles aimaient particulièrement, elle était obligée de compter scrupuleusement le nombre de pommes dauphines pour que tout le monde ait le même nombre de pommes dauphines dans son assiette. Et il y avait toujours, quoi qu'elle fasse, une mécontente. Il y avait toujours une de ses filles qui était là pour dire « Oui, mais là, elle est plus grosse ou elle est plus croustillante. » Et plus cette maman comptait, et plus elle essayait, hein, et vraiment, elle avait mis en place des stratégies vraiment très importantes, mais plus elle essayait de le faire, plus elle suscitait de la jalousie. Et ce que j'aimerais bien que vous ayez en tête, c'est que dans la tête de chaque enfant, on peut dire aussi que c'est dans la tête de chaque adulte, hein, mais particulièrement chez les enfants, surtout en fratrie ou dans les groupes, hein, chez les copains, chez les copines, chacun de nos enfants a un petit livre de comptes, un petit comptable dans sa tête, un livre de comptes, vous savez, avec une colonne plus et une colonne moins, où il va voir, hein, ce que moi j'obtiens et que les autres n'ont pas, et ce que les autres ont et que moi je n'ai pas. Et ce petit livre de comptes, eh bien, si nous, adultes, nous comptons, nous nourrissons le petit comptable. Et certains enfants ont un tout petit comptable, mais d'autres enfants ont parfois des experts comptables dans la tête. Et plus vous comptez, plus vous leur donnez ce message inconscient de « tu as raison de compter, il pourrait y avoir quand même quelque chose où voilà ». Et ça, c'est vraiment l'élément très important. Chacun de nos enfants a besoin que nous ayons de l'équité, que nous donnions en fonction de ce dont ils ont besoin. Et vous voyez, cette maman, suite à l'atelier, elle est rentrée chez elle le lendemain
Elle a fait des pommes dauphines qu'elle a distribuées sans compter. Sa fille, qui avait une petite expert comptable dans la tête, lui a dit bah, tu comptes pas. Et là, elle lui a répondu non, je m'attends à ce que tu manges en fonction de ton appétit et pas l'assiette de tes sœurs. C'est toi qui compte et pas tes frères et sœurs. Et il faut bien comprendre que quand un enfant, que ce soit un frère ou une sœur, mais que ce soit un copain aussi ou un camarade de classe, quand un enfant vient vous dire oui, mais lui ceci, oui, mais lui cela, oui, mais c'est de lui dont il parle. Et notre erreur, souvent, c'est de nous justifier, c'est de parler l'autre en disant oui, mais lui, je ne lui ai pas donné ça, lui, je n'ai pas fait ci, etc. Non, il faut bien entendre que le message qu'il y a derrière, c'est de quoi tu as besoin toi. On parle de toi, parle-moi de toi et pas de ta sœur. C'est voilà. Et ça, c'est très important de bien entendre que dans ces moments-là, pour ne plus alimenter le petit comptable, eh bien, il faut donner, j'ai envie de dire, une exclusivité, mais qui peut durer qu'une minute à l'enfant, mais de bien comprendre que c'est un signal qui vient dire j'ai besoin qu'on s'occupe spécialement de mon besoin. Alors peut-être que je ne peux pas y répondre maintenant, peut-être que j'y répondrai plus tard, ou peut-être juste que je te dirai OK, j'ai entendu là qu'il se passait quelque chose, mais c'est ça le message qu'il y a derrière. Et parfois dans nos réponses, eh bien, on se trompe de cible. On tombe entre guillemets dans le piège et on continue à nourrir ce petit comptable. En ayant quand même conscience, là je reviens dans les fratries, que certes notre amour va se multiplier en fonction de notre nombre d'enfants, mais il faut quand même être honnête, notre temps, lui, se divise. Plus nous avons d'enfants, eh bien, moins nous avons quand même de temps. Et ça peut être intéressant de mettre en place des temps d'exclusivité avec chacun de nos enfants, un petit moment où on arrive eh bien, à être un petit peu avec eux. Tout comme il ne faut pas hésiter à séparer les enfants de temps en temps quand on peut, surtout quand on sent qu'ils sont un petit peu trop comme ça et que ça va finir par un petit peu exploser. Un petit peu de distance, ça fait du bien de pouvoir faire des choses différentes, d'aller chez papy et mamie séparés. Les enseignants le savent bien, de pouvoir travailler parfois en sous-groupe. Ben, ça change les dynamiques, ça change les rivalités et les jalousies. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut réussir à comprendre que l'enfant a besoin de savoir que nous saurons répondre à ses besoins, pas toujours ses désirs, ça c'est pas la même chose, mais qu'en cas de besoin, nous saurons être là et ça le rassure de toute façon, même s'il y aura une petite pointe de jalousie, mais vous aurez compris de toute façon qu'elle est un peu inévitable. Bien, je vais faire une pause avant de m'attaquer au dernier gros morceau qui sont les disputes, parce que ça, évidemment, c'est vraiment un élément important. Je vais prendre, Mélissa, peut-être une première série de questions, s'il y en a, ou pas. Jusqu'ici, il n'y en a pas. Alors, peut-être que je ne sais pas. Non, il n'y a aucune question dans le chat. Donc, je pense on peut continuer, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions parce on va les poser à la fin. Ah, oui, non, ça c'est juste Myrène qui traduit. Voilà. Pas de questions. Moi-même, je n'en ai pas. Je me suis tout à fait retrouvée dans les pommes dauphines. Ici, c'est des pommes noisettes, mais c'est effectivement très bien vu. Voilà. Et je vais juste me permettre un petit complément, et je trouve ça très intéressant. C'est Nicole Prieur qui le dit. Elle ne parle pas du livre de contes, mais elle dit qu'adulte, au moment souvent des héritages, au moment du décès de nos parents, eh bien, nous avons tendance à régler nos comptes.
nous avons tendance à ce moment-là à avoir ce petit livre de contes là qui ressort, où on dit oui, mais toi, tu as eu ça, toi, tu as eu ci, etc. Et Nicole Prieur, elle explique qu'à ce moment-là, il faudrait en réalité solder nos comptes, solder les comptes de l'enfance où il y a eu inévitablement de temps en temps des jalousies, quelques inégalités et que c'est là où il faudrait accepter de faire un solde de tout compte et pas de régler les comptes. Et voilà, j'aime beaucoup cette image parce que ça nous montre comment ça peut nous poursuivre encore très longtemps. Voilà, ces relations, que ce soit avec des frères ou des sœurs ou des amis, hein, avec qui parfois, voilà, faut savoir aussi solder les comptes. Cette histoire de conte, on dirait presque du Raymond DeVos, la manière dont Oui, on joue avec les contes. j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à traduire pour Mireille. Mais voilà. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je continue. Je continue donc avec les disputes. Alors, les disputes, c'est bien sûr un empoisonnement, on va dire, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut, nous, adultes, très, très rapidement nous poser problème. Mais il faut bien avoir en tête que la dispute, elle a une fonction. Elle sert à quelque chose. Alors, elle peut servir à des choses très, très différentes, hein. Ça peut être un conflit de territoire, ça peut être l'autre qui est trop, trop près, hein, et on a besoin qu'il quitte notre territoire, on a besoin de le mettre à distance. Par exemple, vous voyez, au moment de l'adolescence, surtout si on a des ados, filles et garçons en même temps, le corps du frère et de la sœur devient un corps sexué. Ça devient un corps un peu encombrant, un peu compliqué, avec pas mal de rivalités filles-garçons en plus qui se mettent en place à ce moment-là. Donc, au moment de l'adolescence, c'est assez fréquent qu'on ait des conflits assez importants entre adolescents parce que voilà, les deux ados ont besoin de se tenir un petit peu à distance. Comme ça peut arriver qu'au moment de l'adolescence, on ait un grand frère ou une grande sœur qui viennent un peu rejeter le petit, parce que surtout, il ne faut plus être associé au fait d'être petit, hein. Vous voyez, l'ado, il veut montrer que lui devient grand et qui gère. Et puis le petit, il nous rappelle un peu quelque chose de dérangeant. Il nous rappelle que nous-mêmes, on a été comme ça. Et c'est pas étonnant au moment de l'adolescence d'avoir des rivalités, des conflits encore plus importants. Il ne faut pas oublier non plus que la dispute, le conflit, ça peut être juste un défouloir. Ça peut être juste dû à l'ennui et notamment en classe ou alors avec des enfants petits. Le petit qui s'ennuie, puis il a bien repéré que quand tout est calme, les parents ont tendance à disparaître et aller embêter le grand frère ou la grande sœur, c'est une façon de susciter de l'attention et puis souvent, c'est une façon aussi de faire en sorte que papa ou maman s'occupe de moi ou la maîtresse s'occupe plus particulièrement de moi. Et puis, je vous l'ai dit à un moment en introduction, mais il ne faut pas oublier que le groupe d'enfants, la fratrie, va servir de laboratoire social et va servir à tester son pouvoir, va servir à, dans le cas par exemple de l'adolescente, de tester son ironie, de tester son humour, parfois aussi de tester sa force chez les plus petits. Donc, il y a un intérêt, il y a une fonction fondamentale dans la dispute. Et pourquoi elle revient aussi souvent et autant? D'abord parce que c'est une évolution constante des enfants. Il y a besoin d'un réajustement, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et puis parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits qui nous sont destinés. Nos enfants viennent, et même dans une classe, ils viennent très souvent nous chercher en arbitre, et on va voir ça, c'est le pire rôle à jouer, et puis en destinataire de la dispute, histoire d'eux, elle vient un petit peu réactiver la jalousie, elle vient réactiver le fait de dire « Eh oh, tu me vois bien et tu t'occupes bien de moi ». Donc voilà, il faut bien entendre qu'en fonction de notre attitude, en fonction de nos propres réactions, nous adultes, les disputes, elles vont prendre plus ou moins d'intensité et elles vont être plus ou moins fréquentes.
Alors, la question, c'est évidemment, qu'est-ce que nous, adultes, nous pouvons faire ou il est peut-être préférable de faire. Et je vais vous proposer de distinguer 3 niveaux de conflit et d'entendre qu'en fonction de ces 3 niveaux, eh bien, nous allons, nous, adultes, avoir une intervention graduée et un rôle différent. Alors, le premier niveau, c'est le niveau de la chamaillerie. Alors, la chamaillerie, on est d'accord, c'est les petits conflits, les petites je viens t'embêter. Quand on est petit, c'est les petits, on chahute ensemble, c'est voilà, les petits conflits, petits chiens, petits chats, vous voyez, c'est un petit peu ça. Je viens de taquiner un peu, etc. Et ça, les chamailleries, si nous intervenons toujours, eh bien, bien, nous n'allons jamais arrêter. C'est aussi simple que ça. Nous allons toujours être là. Donc, le principe de la chamaillerie, c'est de ne pas vraiment intervenir, nous adultes, c'est de se mettre en écoute. Ça, c'est sûr, parce qu'on verra, la chamaillerie, elle peut bien sûr dériver et s'envenimer. Mais l'idée, c'est de rappeler la règle, c'est de s'assurer que tout le monde est d'accord, mais ne pas intervenir. Parce qu'on va être honnête, assez souvent, il y a des chamailleries qui vont arrêter toutes seules. Et si l'enfant voit que l'adulte ne réagit pas, on va être honnête, la chamaillerie, rapidement, elle va être moins intéressante parce qu'elle n'amène pas l'effet souhaité. Donc voilà, la chamaillerie, j'ai envie de dire, elle fait partie de la vie, elle fait partie du besoin de se retrouver. Il y a par contre un niveau 2 qui là va être la dispute. La dispute, on sent qu'on dépasse le niveau de la chamaillerie, on sent de toute façon dans le ton de la voix, dans les attitudes, qu'il y a quelque chose qui se bloque. Et puis on sent aussi que, par exemple, il y a l'envie de la possession du même objet, de la même attention. Vous voyez, il y a un enjeu dans la dispute qu'il n'y a pas dans la chamaillerie. Et là, dans la dispute, le risque, c'est de se mettre en arbitre. Le risque, c'est de dire bon, allez, fais un effort, t'es le plus grand, ou au contraire, de dire au petit oui, mais arrête de l'embêter, ou dans une classe, d'avoir peut-être identifié des éléments un petit peu plus chahuteurs et d'arbitrer. On essaie d'arbitrer le plus justement possible, mais on a quand même un petit peu des influences. Et puis surtout, le problème de l'arbitrage, c'est qu'il y a plein de fois où on n'a pas vu le début de l'action, où on ne sait pas qui a commencé, vraiment, et où on risque en réalité d'être assez injuste. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les enfants disent. Hein, ils disent, c'est pas juste, c'est lui qui a commencé, etc., etc. Là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une approche médiateur. Alors, c'est quoi cette approche médiateur? C'est d'essayer d'inviter les enfants à régler par eux-mêmes la dispute et à chercher une négociation par rapport à cette dispute. Alors, ce ne sera pas toujours possible, hein, on est d'accord, et plus ils sont petits, plus on va les accompagner. Et d'ailleurs, quand ils sont même très petits, on va peut-être être obligé de trancher soi-même parce que, voilà, ils ne vont pas être en état. Mais l'idée, vous voyez, c'est d'être dans une relation, je vais dire un petit peu gagnant-gagnant. Alors, l'idée, c'est quoi? Alors, c'est vraiment de se poser dans ce rôle. C'est là, vous avez les différentes étapes. C'est d'abord, reconnaître les sentiments des uns et des autres. Et d'ailleurs, ça va même être intéressant parce qu'on va les obliger à s'écouter l'un et l'autre par rapport au problème. Donc, vous voyez, j'avais mis dans la slide précédente un enfant qui veulent tous les deux le même camion. Eh bien, on va laisser d'abord le premier s'exprimer, raconter pourquoi, ce qu'il était en train de faire avec le camion. Peut-être que l'autre va essayer de l'interrompre. Et là, ça va être très important parce qu'on va dire non, on ne s'interrompt pas. Tu écoutes ton copain jusqu'au bout ou tu écoutes ton frère jusqu'au bout. Donc, on écoute bien le premier, on le laisse exprimer toutes ses émotions. Et puis, on fait après la même chose avec le deuxième, où on le laisse exprimer aussi. Et nous, adultes, nous n'allons émettre aucun jugement, aucun commentaire. Nous sommes juste là pour recueillir les émotions des uns et des autres. Et puis après, nous allons
résumer le problème avec respect, c'est-à-dire sans jugement là aussi. Le but, c'est vraiment de permettre d'identifier qu'il y a un problème et que le problème, ce ne sont pas les enfants. Le problème, typiquement, par exemple, dans l'exemple que je vous donne, c'est le camion. C'est le fait qu'il y ait un camion et 2 enfants. Et là, on va les inciter à trouver des solutions. Alors moi, j'aime bien dire qu'on va un petit peu les inciter à venir à la table des négociations. Moi, j'aime bien, dans des cas comme ça, dire, écoutez les enfants, moi, je vois quel est le problème. Il y a un enfant, 2 enfants et un camion. Moi, l'adulte, j'ai une solution facile, mais elle ne va pas vous plaire. La solution facile que j'ai, c'est de garder le camion pour l'instant et que vous arrêtiez de jouer avec. Je vous fais confiance pour trouver une meilleure solution. Si les enfants sont assez grands, on se met en retrait et on s'éloigne, parce que si on reste, ils vont nous utiliser comme arbitre. S'ils sont petits, on reste là pour les aider à voir les différentes solutions, à trancher, et puis pour éviter que ce soit toujours le même qui, entre guillemets, se montre conciliant, parce que peut-être que parfois, ils vont finir par trouver un compromis, mais que nous, adultes, on va se permettre de dire non, ce compromis-là, cette fois, je ne l'accepte pas parce que j'ai vu ton copain plusieurs fois, plein de fois, eh bien, te céder le camion. Et là, j'ai envie que vous trouviez une autre solution. Voilà, l'idée, c'est vraiment petit à petit, ça ne marchera pas toujours, mais ça va être très important de les laisser s'entraîner parce que c'est une capacité, la négociation et surtout la médiation dont nous avons besoin toute notre vie. Et je pense que si on nous l'apprenait plus petit, dès notre toute petite enfance, je pense que ça nous aiderait beaucoup, nous adultes et dans notre monde actuel. Donc c'est vraiment le but d'aller vers ce but de médiateur. Par contre, il y a un niveau 3, et ça, ce niveau 3, là, notre action va être différente quand il y a bagarre, et la bagarre, c'est les coups et les insultes. Et pour moi, les insultes sont des coups, hein, c'est la même chose. Une insulte, ça peut faire très très mal, ça peut en plus dériver sur autre chose. Quand il y a bagarre, il y a intervention immédiate de l'adulte. Intervention immédiate pour séparer les enfants, pour rappeler la règle, ni coup ni insulte. Et là, ça ne sert à rien de rentrer dans la médiation, ça ne sert à rien d'être dans la négociation à ce moment-là. Là, il faut séparer les enfants, au moins les écarter physiquement. S'il y a un enfant qui a été agressé, il faut s'occuper de l'enfant victime. On a tendance à tout de suite aller sur l'agresseur. On a tendance à tout de suite, c'est normal parce que nous, on se sent agressés, nous adultes, à vouloir aller tout de suite régler son compte, là encore une fois, avec l'agresseur. Mais là, c'est important de s'occuper de la victime, ne serait-ce que pour donner un peu de temps à l'agresseur, peut-être lui aussi pour redescendre dans ses émotions, et puis peut-être pour accéder eh bien, à son cerveau supérieur, à son cognitif, et pour peut-être lui aussi se rendre compte qu'il est allé trop loin et lui laisser peut-être à terme une chance. Mais ça, la bagarre, là, il n'y a pas de question à se poser. Dans la bagarre, on intervient immédiatement et on arrête immédiatement ce qui est en train de se passer. Et si on peut, on sépare vraiment physiquement les enfants. Dans une famille, c'est le moment de dire ok, j'ai compris, vous n'arrivez pas à être ensemble, c'est le moment d'aller chacun dans votre chambre ou chacun sur votre tapis. Mais pour l'instant, et le pour l'instant est important, pour l'instant, vous ne jouez plus ensemble. Je vais conclure en vous parlant d'un dernier petit outil. Et dans cet outil, nous l'avons appelé la colle des familles. Alors, ça peut être la colle des familles, mais ça peut être la colle de la classe aussi, la colle de l'équipe de foot. C'est le fait d'avoir des moments où on va être dans le lien, dans le plaisir d'être ensemble. Et vous voyez, dans des moments de coopération.
Ça, c'est vraiment important. Alors, la compétition, la concurrence, ça fait partie aussi du système humain, ça fait partie parfois du système scolaire, mais on sait aussi que l'être humain a besoin de moments où on va vraiment juste être dans le fait d'être, dans le plaisir d'être ensemble. Donc, ça peut être ben voilà, un moment où on fait des jeux collaboratifs, un moment où on cuisine ensemble, un moment où on fait une activité pour toute la classe qui va permettre à toute la classe de se sentir heureuse. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment un élément important d'offrir ces moments qui vont quand même permettre à l'enfant de vraiment trouver sa place et d'être moins dans cette inquiétude de est-ce que j'existe, est-ce que je vais trouver, est-ce qu'on va me voir, est-ce que je vais réussir par rapport aux autres, etc. Donc de ne pas oublier et dans une famille, c'est ce qui fait aussi la racine d'une famille, hein, c'est ce qui fait ces souvenirs où on a le plaisir de se rappeler des dimanches midi où on était ensemble, ou du film du dimanche soir, ou des balades en forêt, vous voyez. Et ça, c'est très important que dans ces moments-là, on ne fasse pas trop d'éducatif, hein, c'est plutôt des moments de lien, des moments de maternage, de paternage, et ça aide beaucoup aussi pour les rivalités et les jalousies. Voilà. Alors, j'en ai terminé avec ma présentation, en tout cas en tant que telle, et il nous reste du temps, peut-être s'il y en a, je l'espère, Oui, cette pour des fois-ci, il y en a. questions. Ça y est, les gens se sont osés. Cette fois-ci, il y a quelques questions, hein. On va commencer par voilà, cette question qui dit merci pour cette présentation. Notre fille a des excès de 4 ans, a des excès de jalousie, accompagnés de cris et des fois de gestes violents envers sa sœur qui est un bébé de 10 mois. Pour attirer notre attention, elle ne souhaite alors plus nous écouter. Ça va très vite et nous ne le voyons pas toujours venir. Que recommandez-vous dans ce cas? Bon. Alors, le problème, c'est que là, on est dans l'arrivée d'une toute petite sœur et on va être honnête, il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle le digère. Parce que, voilà, surtout qu'en plus, on lui a peut-être vendu, sans le vouloir, mais une super petite sœur avec qui elle pourra jouer, avec qui elle aura plein de super moments et qui, pour l'instant, à part occuper papa et maman et hurler dans son berceau, amène pas grand-chose. Donc, il faut entendre ça. Et il ne faut pas s'inquiéter non plus. À 4 ans, on a encore des gestes d'agressivité, hein, parce que ce sont des gestes d'agressivité. On a encore des gestes d'agressivité assez fréquents par rapport à ça. Alors, là, le conseil que j'aurais déjà, c'est de peut-être, si ça n'a pas été fait, ou de les ressortir, parce qu'on le fait beaucoup avant la naissance, mais on a tendance à les ranger après. C'est peut-être de ressortir des livres enfants, évidemment, mais adaptés autour de la question de la jalousie, du fait d'avoir un petit frère, une petite sœur, et pas que des livres qui disent c'est magnifique, c'est super. Non, des livres, et il y en a, je pourrais vous envoyer une bibliographie, des livres qui disent bon non, on va avoir un petit frère, une petite sœur, franchement, c'est pas fun tout le temps, pour permettre à la grande de venir exprimer ça, hein, de venir exprimer sa jalousie, de venir exprimer sa perte de repère hein, aussi. Donc ça peut. Moi, ça, c'est souvent une piste importante. Et vous allez voir que, comme par hasard, c'est un livre qu'elle va beaucoup demander. Et qu'elle va demander encore et encore et encore, si c'est le cas. On peut aussi envisager qu'il y ait un gros nounours, un gros coussin, quelque chose dans lequel on va l'autoriser à venir un petit peu décharger son agressivité physique. Le mieux, bien sûr, c'est qu'elle apprenne à le contrôler, mais il va falloir un petit peu de temps. Et un enfant de 4 ans, il a du mal. Hein, je touche mes lobes frontaux, vous voyez le devant de mon crâne, c'est parce que c'est là où sont situés chez nous, êtres humains, les aires qui vont nous permettre d'inhiber, c'est-à-dire de contrôler, d'éviter nos gestes d'agressivité. Et ces fameux lobes frontaux, vous voyez, ils vont être matures à 25-27 ans.
Donc, vous voyez que votre petite puce de 4 ans, elle en est très, très, très loin. Alors, bien sûr, c'est très important de lui dire, c'est interdit de taper, il ne faut pas frapper. À la limite, si tu es très en colère, va frapper gros nounours ou va frapper le coussin parce qu'elle a besoin d'extérioriser et de ne pas hésiter dans ces moments-là à lui faire des câlins. Parce que je sais que dans ces moments-là, on se dit, oui, mais on va lui donner quelque part une prime au câlin alors qu'elle est en train de faire quelque chose de pas bien, mais il faut bien comprendre que dans ces moments-là, elle a besoin d'être sûre que vous l'aimez, elle a besoin d'être sûre qu'elle a toujours sa place. Et quand vous la voyez là, comme ça, un petit peu s'énerver, etc., alors si vous avez le temps d'arrêter, c'est sans doute le moment de lui dire, eh bien, c'est le moment d'un câlin. Allez, viens faire un câlin et viens voilà, te reposer. Et puis, peut-être aussi, c'est là où les moments d'exclusivité peuvent être importants, qu'elle puisse se rendre compte qu'elle a encore de temps en temps maman que pour elle, papa que pour elle. C'est vrai, ou idéalement que papa et maman pour elle, si la petite sœur peut être gardée. Ça, c'est vraiment un élément important pour qu'elle prenne conscience qu'elle n'a pas tout perdu, entre guillemets, et puis ça s'apaisera au fur et à mesure. Merci. On est très preneur de la bibliographie. Oui. Ça sera... Moi, j'ai recommandé dans le chat un livre qui, chez nous, avait fait des miracles, qui s'appelait J'attends un petit frère, qu'on Oui. avait beaucoup utilisé. Mais voilà, on attend la bibliographie avec... oui. Alors, une autre question. Vous disiez qu'il faut répondre à ses besoins et non à ses désirs. Pouvez-vous nous donner quelques clés pour bien faire la différence entre les deux? Oui. Alors, nous avons, alors je vais citer un psychologue américain William Glaser, qui a défini que nous avons 5 besoins fondamentaux. Alors, dans ces 5 besoins fondamentaux, vous avez en premier le besoin de sécurité, vous avez le besoin d'appartenance, appartenir à un groupe, c'est très très important, le besoin de compétence, de pouvoir sur sa vie, un besoin de liberté, parce que nous, humains, nous avons besoin de nous sentir libres. Et le dernier besoin que nous n'avons pas toujours identifié, mais qui est le besoin de plaisir. Parce qu'il faut savoir que dans les émotions que nous éprouvons, il y a une seule émotion que notre cerveau veut reproduire, c'est la joie. Et c'est le plaisir. Donc, ça fait vraiment partie de nos besoins. Et donc, vous voyez, nous avons 5 besoins fondamentaux, mais nous avons bien sûr 1000 façons d'y répondre. Vous comprenez bien que, par exemple, moi, pour répondre à mon besoin de plaisir, ben, je ne sais pas, par exemple, moi, mon besoin de plaisir, je vais y répondre en allant marcher dans la forêt. Ça, c'est quelque chose qui m'amène du plaisir. Mais mon mari ira peut-être, lui, plutôt faire un jogging. Vous voyez, c'est juste pour vous expliquer cette différence. Chez un enfant, notamment un jeune enfant, il n'arrive pas à faire la différence entre le besoin et le désir. Parce que vous comprenez bien que c'est quelque chose d'un peu particulier. Je vous donne un exemple. Il va vous dire, j'ai besoin de dormir avec papa et maman. En réalité, il a besoin de dormir et il a envie de dormir avec papa et maman. Nous avons besoin de manger et nous avons envie de manger du chocolat, bien que de temps en temps, le chocolat peut être un besoin. Mais vous me comprenez. Nous, adultes, normalement, c'est le fait d'être adultes, nous sommes capables de faire la différence. Nous sommes capables de nous dire, ça c'est un besoin, ça c'est une envie. On n'est pas toujours très à l'aise, mais normalement, nous en sommes capables. Les enfants ne peuvent pas faire cette différence et c'est pour ça que nous devons leur apprendre et que nous devons parfois reformuler en disant non, tu as envie d'un bonbon. Tu n'as pas besoin d'un bonbon, tu en as envie. Et moi, en tant que parent, je suis là. Alors ça, on ne l'explique pas aux enfants s'ils sont petits, mais nous, notre rôle de parents, c'est de veiller aux besoins de nos enfants, mais pas de répondre à toutes leurs envies. Parce que les envies, il y en a des millions et il y en aura encore et toujours plus. Et le but, c'est qu'une fois adultes, ben, ils aient appris à ne pas répondre à toutes leurs envies.
parce que sinon, ils auront de gros problèmes. Vous voyez, donc c'est ça la différence. Et évidemment, bah, c'est notre rôle de parents de frustrer nos enfants par rapport à leurs envies. Oui, mais par contre, de veiller à leurs besoins. Merci. Alors, une autre question là, je pense que ça va être difficile de répondre comme ça sans connaître la situation particulière, j'imagine. Dans le cas de conflits importants entre frères et sœurs pesant sur le quotidien, est-ce que l'idée de l'internat peut être une solution? Alors oui, je vais répondre dans l'absolu, hein, d'accord? Je vais répondre dans l'absolu sans savoir. Euh, toute solution peut être bonne si elle est discutée et acceptée. C'est-à-dire que, quelle que soit la solution choisie, et parfois il y a des conflits dans les fratries qui sont tellement importants qu'effectivement la distance est nécessaire. Il est nécessaire d'éloigner les enfants et parfois il est nécessaire qu'il y en ait un qui parte. Mais quand je vous dis qu'il est nécessaire que ce soit discuté, c'est que ça ne doit pas être un abandon. Ça ne doit pas être vécu par l'un des enfants comme un rejet ou un abandon. Il faut que ce soit vécu au contraire comme le fait de mettre en sécurité soit les deux enfants, soit la famille en général. Et donc ça, c'est pour ça que je ne suis ni pour ni contre. C'est vraiment le contexte qui va amener l'intérêt. Et si c'est exprimé par un des enfants et que c'est vécu comme ça par la famille et que c'est accompagné en mode on fait ça pour se mettre en sécurité, oui, c'est entendu et ça peut même être une bonne solution. Par contre, il y a quelque chose qui doit être très très clair et qui doit être explicite auprès de tous les enfants, c'est que les week-ends, chaque enfant a sa place. Ce n'est pas parce que l'autre est parti en internat qu'il n'a plus sa place dans la famille et que le fait qu'il s'éloigne pendant la semaine fait que de toute façon, au moment des week-ends, la dynamique familiale doit être de nouveau, je ne sais pas, à 5 ou à 4 ou à 3, enfin non, à 4 ou à 5, mais pas uniquement comme elle fonctionne dans la semaine. Ça, c'est quand même un élément qui est très important parce que sinon, au bout d'un moment, pour celui qui part en internat, il n'y a plus de place. Donc, il y a quand même cette nécessité. Donc, ça peut être une solution, mais ça se prépare. Ça se prépare, ça se discute et on est très clair sur le fait que tout le monde garde sa place. Voilà. Alors, nous avons deux enfants de 10 et 13 ans. Est-ce qu'il est adapté de leur faire signer un contrat personnalisé pour, par exemple, installer les règles d'utilisation d'ordinateurs, tablettes, etc., ou il serait préférable de discuter ces règles oralement pour ne pas forcément créer une culture des contrats à l'intérieur de la famille? Alors ça, c'est un autre sujet. On s'éloigne un petit peu, voilà. Vous savez, le contrat écrit, il engage celui qui le signe ou qui ne le signe pas. On peut malheureusement signer un contrat et ne pas le respecter. Voilà, ça c'est une question de valeur. Euh, Ce que j'entends, et ça me semble important, c'est que oui, on ne va pas fixer le même cadre pour un enfant de 10 ans et pour un enfant de 13 ans. Et ça, c'est important. Ça, c'est ce que je vous ai développé un peu plus tôt. On ne va pas donner autant, c'est donner moins. Ben oui, on ne va pas fixer le même cadre pour les uns et pour les autres. Et ça, je pense que c'est important d'être très clair là-dessus, même si ça suscite de la jalousie de la part du petit de 10 ans qui va dire oui, mais lui, il a plus que moi. Ben oui, lui, il chose du 36 et toi, tu choses du 33. Donc oui, ne t'inquiète pas, quand tu chausseras du 36, eh bien, il se passera les mêmes choses pour toi. Donc ça, distinguer les deux contrats, ça me semble quelque chose d'important. L'idée, c'est quand même de réfléchir d'abord à ce que nous voulons adultes. Hein. L'idée, c'est pas d'aller voir automatiquement les enfants en mode bon, bah alors qu'est-ce qu'on met en place comme contrat? Non, je pense que c'est très important que nous, adultes, nous ayons déjà établi ce qui est OK pour nous et ce qui ne l'est pas, et de le discuter séparément. Comme ça va être des contrats séparés, de les expliquer après séparément. Je crois que ça, c'est des éléments. On n'a pas besoin de mêler le petit frère ou la petite sœur à ça. Après,
Si on a envie de mettre ça par écrit, j'ai envie de dire, ça dépend de l'ado aussi et de l'enfant. Quand ils sont petits, ils aiment bien parce que ça donne un côté solennel. Quand ils sont plus grands, généralement, ils n'aiment pas parce que ça fait bébé. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est à adapter au cas par cas, mais je dirais à discuter séparément, pas avec tous les enfants ensemble. Alors, la question suivante, notre aîné de 14 ans, on est dans une famille de 3 garçons, s'emporte souvent dans ses propos qui sont très agressifs et me dit que moi, sa maman, je l'aime moins que ses frères. C'est parfois dur de rester calme par rapport à ses propos. Quelle est la meilleure façon de réagir? Bah, oui, c'est compliqué, évidemment, c'est compliqué. Alors peut-être que ce soir, vous allez peut-être aller regarder les langages d'amour et de peut-être vous rendre compte que bah, peut-être que votre ado parle un langage d'amour qui est peut-être pas le vôtre, hein, qui est peut-être voilà, ou peut-être que bah, le langage d'amour de votre ado, c'est les moments privilégiés. Et évidemment, bah, les moments privilégiés au moment de l'adolescence, ça peut être un petit peu plus compliqué à mettre en place. Donc, ça peut être une piste, hein, ça peut être cette piste-là. Ça peut être aussi la piste au moment de l'adolescence, bah, il faut se remettre, faut retrouver sa place un petit peu. Hein, et en tant que parent d'ado, on est un petit peu bousculé. On redevient un peu un parent amateur au moment de l'adolescence. On a un petit peu besoin, il y a des choses qu'on faisait bien, où on était à l'aise avant, puis on peut se retrouver moins à l'aise. Alors c'est peut-être ça aussi qu'il ressent, hein. Peut-être qu'il vous sent peut-être moins. Voilà, c'est des pistes, hein, des hypothèses que j'essaie de partager avec vous. Et puis, je pense que là, ce qui est important, c'est quand il vous dit tu m'aimes moins que mes frères c'est pas de lui dire non non c'est pas vrai etc. C'est de lui dire bah, d'abord ça me rend triste si tu penses ça, parce que moi je peux vraiment te dire que je t'aime vraiment, voilà, et que j'ai qu'un seul, eh ben je sais pas comment il s'appelle, mais voilà que j'ai qu'un seul fils comme toi, que j'ai qu'un seul Romain et que j'ai qu'un seul garçon qui est capable de faire ça et que vraiment je vois ce qu'il y a d'unique chez toi, parce que je pense que c'est ça aussi, hein, faut pas hésiter à rappeler à nos enfants. Euh, le fait que nous avons vu à quel point ils sont uniques, à quel point ils sont, voilà, ils ont quelque chose que, voilà, que les autres n'ont pas. Et puis à ce moment-là, vraiment de ne pas tomber dans le piège de mais non, etc., de lui dire, ben, moi je suis triste que tu penses ça, vraiment ça me rend triste que tu puisses éprouver ça, parce que moi je peux te dire que vraiment je t'aime quoi qu'il arrive, mais dis-moi de quoi tu as besoin. Dis-moi peut-être qu'est-ce qui pourrait te permettre de te sentir aimé? Il y a peut-être quelque chose que je ne fais pas ou que je ne fais plus ou que tu aimerais que je fasse. Et voilà, alors peut-être que je pourrais le faire, peut-être que je ne pourrais pas le faire, mais en tout cas, on cherchera une solution. On cherchera une solution pour le faire. Et puis, il ne faut pas oublier que les ados aussi ont besoin de temps d'exclusivité, hein, même si c'est très court avec nous, parce que malheureusement, bon, hein, voilà. Et c'est ça aussi qui est compliqué avec l'adolescence, c'est qu'il va falloir parfois accepter de se rendre disponible au moment où eux le décident et pas au moment où nous, on le décide. Et évidemment, ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Et c'est vrai que parfois, avec les ados, bah, il faut, pas tout le temps, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais de temps en temps, quand on sent qu'il y a vraiment qui tourne là, vous voyez, qu'il y a quelque chose, il faut parfois de temps en temps se dire, oh là j'arrête ce que je fais pour, voilà, pour pouvoir me poser. Merci. Alors là, on a 2 questions de parents de jumeaux qui Ah, sont différentes, hein, mais je vais les poser ensemble comme ça, parce qu'on commence à oui. avoir de plus en plus de questions et que le temps nous est compté. Donc, dans le cas de jumeaux, que conseillez-vous? J'ai des jumeaux, faux jumeaux de 12 ans très différents physiquement, scolairement et sur le tempérament. Ça, c'est la première question. L'autre question, ma fille de 6 ans est très dépendante socialement et émotionnellement de son frère jumeau. Elle le cherche et l'embête sans arrêt et vit très mal le rejet quand il en a marre. Avez-vous des astuces pour apaiser les relations entre eux?
Ben, c'est là où il faut expliquer. Alors, je sais que j'ai fait un jour cette explication à mes enfants, qui m'ont regardé un peu en mode, oui, bon, voilà. Mais en même temps, c'est très intéressant parce qu'ils n'ont jamais oublié, hein. Ils n'ont jamais oublié cette explication. Donc, ça peut déjà être quelque chose, c'est d'expliquer aux enfants, ben oui, tu as très envie d'être avec lui, mais vous avez besoin aussi un petit peu d'espace, hein. C'est normal que ton frère ait besoin d'aller vivre des choses différentes, qu'il ait besoin, voilà, et toi, ben, comment on peut t'aider, de quoi tu aurais besoin pour que ben, tu puisses peut-être te faire d'autres copains, pour que tu puisses être occupé, pour que tu puisses être tout ça. Et puis, pour les jumeaux, moi, j'ai tendance maintenant à conseiller d'avoir peut-être, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu problématique pour les jumeaux, ils ont la même date de naissance, c'est obligatoire, et donc, mais ça veut dire qu'ils ont la même date d'anniversaire. Et l'anniversaire, c'est quand même un jour un peu spécial, c'est quand même un jour où on est fêté particulièrement, hein. Les Canadiens, ils appellent ça d'ailleurs notre jour de fête. Donc c'est quand même très intéressant. Et c'est vrai que pour les jumeaux, dans leur séparation, dans leur individuation, bah, il leur manque un petit peu ce jour un peu spécial, quoi, un petit peu ce jour qui leur appartient qu'à eux. Et c'est pour ça que moi, parfois, quand j'accompagne des parents de jumeaux, je leur conseille de fêter, d'organiser un petit peu une petite fête, par exemple sur le jour de la fête du prénom. Voilà, parce que a priori, normalement, ils n'ont pas le même prénom. Donc voilà, alors si vous avez donné Stéphane et Stéphanie, ça peut poser un peu un problème, mais voilà, mais ça peut être un petit quelque chose, vous voyez, alors on n'a pas besoin de faire un truc fantastique, mais c'est juste de marquer qu'on reconnaît qu'ils sont différents. Et puis, alors, il y a quelque chose, mais je n'avais pas le temps de vous en parler ce soir, mais il y a quelque chose qui est vraiment un poison, mais un poison absolu des relations fraternelles ou des relations entre enfants, c'est la comparaison. Et là, on a un vrai rôle, nous adultes, d'essayer au maximum de ne pas les comparer et d'éviter que les adultes autour les comparent. Et vraiment là, de ne pas hésiter quand les grands-parents les comparent, quand les professeurs les comparent, de dire ils sont différents et c'est normal qu'ils soient différents. Et vous voyez, on a souvent tendance à utiliser la comparaison en mode mais regarde ta sœur elle range ça, mais regarde ton frère il fait ça, et on pense que l'enfant va prendre modèle, on pense que ça va aider l'enfant à vouloir changer, et non, ça ne vient que accentuer la rivalité, et ça n'envoie comme message à l'enfant qu'une seule chose, tu n'es pas suffisant. Et ça, c'est catastrophique pour donner à avoir envie à un enfant de changer. Donc voilà, le conseil que j'aurais peut-être à vous donner, c'est des temps d'exclusivité, c'est de leur donner leur individualité et surtout de ne pas comparer. Là, vraiment, surtout, surtout, même quand on en a envie, c'est non, ça je ne le dirai pas. Et on va être descriptif, on va dire ce qui pose problème, mais on ne va pas comparer avec le frère. Surtout s'il est meilleur que l'autre. Merci. Dans une fratrie où l'aîné à l'université reste vivre à la maison, est-ce que c'est pénalisant pour les plus jeunes qui pourraient finalement avoir plus d'espace? Oui et non, ça dépend. Vous savez, dans tout ça, toutes ces questions de fratrie, c'est la question qui est clé, c'est où est ma place? Où est ma place? Est-ce que j'ai une place que j'arrive à ma place à moi, vous voyez, ma place à pouvoir savoir où je me situe et en quoi je sois unique. Je vais me permettre un exemple familial, mais donc j'ai un garçon, deux filles, et ma fille du milieu avait beaucoup de mal à trouver sa place. Et un soir, j'arrive et voilà, crise de jalousie. Et mon frère, il a ça, et ma sœur, elle a ça. Et j'ai failli tomber dans le panneau. Et puis à un moment, je dis non, bah, ok, j'entends, tu as besoin qu'on parle de toi. Et voilà, de quoi tu as besoin? Et elle dit, oui, moi je suis pas une grande sœur, enfin, c'est Marius qui a une grande sœur, et voilà, et puis Thaïs, elle a la chance d'être la petite dernière et tout. Et puis, je lui dis, bah oui, donc toi, tu te demandes où est ta place. Et tout d'un coup, elle réfléchit et elle me dit, mais maman, moi, je suis comme le fromage dans le sandwich.
Alors ça, j'ai dit, ah bon? Elle me dit, bah oui, parce que moi, je suis le fromage et les deux autres, c'est les tranches de pain. Parce que Marius, il est que grand frère et Thaïs, elle est que petite sœur. Et moi, je suis la seule à être petite sœur et grande sœur en même temps. Et vous voyez le fait qu'elle ait trouvé sa place avec sa réponse, et elle avait 9 ans, hein, et sa place à elle, où elle s'est dit, oui, ma place à moi, ben, c'est une place unique. Voilà, elle a des avantages et elle a des désavantages, mais elle a une place unique. Et ça, c'est vraiment la question d'avoir trouvé sa place. Donc, si les enfants ont trouvé leur place, bah, que le grand frère ou que la grande sœur reste ou parte à l'université, voilà, après, tout le monde se réorganise. Après, il y a un rythme différent. Et bah, c'est bon signe, hein, parce qu'une famille, ça vit. Donc, comme ça vit, ça bouge. Ça bouge, ça change, ça se transforme. C'est la vie d'une famille. Merci. Alors, on a une dernière question que je vais essayer de poser correctement. Mon fils de 11 ans s'éloigne toujours des enfants de son âge. Il a peur d'être jugé par les autres et parce il a un caractère très difficile. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense que déjà, malheureusement, il a une étiquette là, hein, il a l'étiquette enfant difficile ou caractère difficile. Donc, effectivement, bah, s'il se voit comme ça, bah, voilà, hein, il peut. Alors, il a sans doute des comportements, il a sans doute parfois des comportements qui sont difficiles ou qui sont peut-être pas adaptés, mais peut-être qu'il va d'abord falloir travailler plutôt sur son estime de lui-même, c'est-à-dire lui permettre de se voir différemment. Non, il n'est pas un enfant difficile. Il a parfois des mots, des comportements qui ne sont pas adaptés, mais il a aussi des comportements qui sont bien, qui sont adaptés. Et je pense que là, c'est plutôt avant le rapport à l'autre, c'est le rapport à lui-même. Si je me souviens bien, on avait fait un webinaire l'année dernière sur l'estime de soi, je crois. Hein, je reconnais que je me perds un petit peu, mais je crois que oui. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai un lien avec la On bibliographie. peut en envisager un. Voilà, sur Comme ça. l'estime de soi. Mais là, je crois qu'il va falloir aller travailler plutôt de ce côté-là avant de se poser la question à l'autre. S'il se voit ainsi, ben, ça va être compliqué pour lui, évidemment, d'aller s'exposer aux autres. Donc voilà, nos enfants ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas ainsi. Nous sommes la somme de comportements positifs et de comportements négatifs. On aura beaucoup calculé ce soir, mais c'est ça que nous, voilà. Et je pense que là, il faut vraiment déjà le libérer du tu es. Tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça. Tu fais parfois ceci, tu fais parfois cela, mais ce n'est pas toute ton identité. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que cette question était certainement, bon, elle a été formulée par quelqu'un qui n'est pas francophone, je pense, et voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il y avait derrière. Il y avait peut-être d'autres choses, mais j'ai pas réussi à les percevoir. Merci Yes. beaucoup. Bon ben, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Nadège. Merci beaucoup Myrène aussi. Donc le replay sera envoyé à tous les inscrits, hein. Vous étiez très nombreux ce soir, mais encore beaucoup plus nombreux à être inscrits. Donc voilà, ce sera envoyé. Je vois un message. Qu'est-ce que c'est? Merci, très instructif. Merci beaucoup. Voilà. Merci, c'était génial. On est d'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste beaucoup pour proposer des conférences avec Nadège. Et on a rendez-vous en novembre, je crois, pour une prochaine conférence dont je ne me souviens plus. Moi non plus, attendez, j'ai un petit trou. Oui, c'est en Euh, novembre. On va vous le retrouver. voilà, on va vous le retrouver. C'est Je sur vais. les écrans, Oui, sur c'est sûr. les écrans. Alors les écrans avec les ados, mais pas que, avec les écrans, voilà, Mais pas que. avec tous nos élèves, tous nos enfants et donc tous les élèves. Voilà. Et ce sera le 21 novembre. Non, on vous le dit tout de suite. Ça fait 21 novembre. On enverra Voilà. des communications.
Merci à tous. Bonne soirée, bonne journée, hein. On sait qu'il y a même des personnes qui étaient là du Panama. Donc, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.